voulez poser des questions, si vous voulez discuter ou simplement avoir une réflexion, vous n'hésitez pas, on retransmettra aux auteurs et aux autrices qui nous accompagnent aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Céline Dangean. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, on va parler du Cercle des mensonges, donc, qui est paru chez Marabout. Mais juste avant, pour vous dire, c'est le premier festival, il y avait plein de public, il y avait beaucoup de monde à la dédicace, c'est un plaisir. Hein. C'est ça explique un peu le retard, je suis désolé. Oh, y a pas de souci. Il y avait du monde, oui, effectivement, ce qui est très bien. Ouais, en plein air, avec un beau temps, en bord de quai, d'Essonne, c'est chouette. Ça vous manquait, ça, de ce contact avec les lecteurs et les lectrices? Ouais, je pense qu'après 1 an et demi de sevrage pour tous les auteurs, effectivement, le contact avec le public, la rencontre directe, les échanges, et puis toute la bienveillance qui vient des lecteurs, oui, ça nous manquait, ça fait du bien. Et je pense que c'est pareil pour eux, d'ailleurs, d'après ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Ouais, c'est un peu les échos. Hein. Depuis ce matin, tout le monde se regarde avec le sourire, des étoiles plein les yeux, en disant ça y est, ça recommence enfin. On va revenir à votre roman, Le Cercle des mensonges. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Quelle a été l'impulsion de départ pour ce roman? Alors généralement, et c'était le cas dans celui-là, je pars d'un thème qui me travaille, à partir duquel je commence à concevoir les premiers contours d'une intrigue. Et là, en l'occurrence, j'ai été attiré par cette question du cobaye humain, voilà, de l'expérimentation sauvage, sachant qu'il y avait quelques faits divers qui renvoyaient à cette réalité. Et de là, en fait, autour de ça et de la question de la biologie de synthèse, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à imaginer. Si on est capable en laboratoire aujourd'hui de créer la vie, ça veut dire qu'on est aussi capable de créer la mort éventuellement. Et de là, j'ai commencé à tricoter les premiers contours d'une intrigue que j'ai achevé d'écrire en décembre 2019 et qui est parue là cette année uniquement. Et entre-temps, il y a eu cette crise sanitaire qui nous a rattrapés et qui a pu, par certains côtés, faire écho finalement à ce thriller écrit avant. Qu'est-ce qui vous intéressait? C'était l'idée qu'on puisse expérimenter un certain nombre de choses directement sur des humains? Oui, tout à fait. Alors bon, de manière classique et bordée, scientifiquement, on fait pas tout et n'importe quoi, hein, voilà. Mais on peut imaginer effectivement, pourquoi pas, à partir d'intérêts dits supérieurs ou en tout cas économiques, on pourrait imaginer effectivement ce que j'ai conçu. Après, il ne faut pas que j'en dise trop, mais effectivement, l'expérimentation sauvage, et comme je disais en début d'interview, il y a un écho sur des faits réels autour de ce thème-là, ce qui est assez glaçant. Sur la 4e de couverture, on lit un meurtrier aux abois, une agente d'entretien obligée de prendre la fuite, un étudiant sans histoire tombé du toit d'un immeuble, une femme bien sous tout rapport retrouvée assassinée. Ça fait beaucoup de fils. Comment est-ce que vous les avez tissés? Comment vous construisez un petit peu vos histoires? Alors, la question revient et dans ma manière de construire et d'imaginer l'histoire, quand j'ai à peu près les fils de mon intrigue, vraiment les fils globaux, hein, voilà, je commence à camper les personnages qui vont avec et par lesquels je vais amener le lecteur à rentrer dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'on a systématiquement, enfin fréquemment chez moi, ces petites portes d'entrée autour de l'intrigue qui ne sont pas signifiantes au départ, et puis par la lecture et le suivi des personnages, on va découvrir en quoi ces petites trajectoires individuelles et a priori sans retentissement, finalement, imbriquées les unes aux autres, forment le tout de l'intrigue globale. Ça veut dire que tout ça est très travaillé, très pensé avant de commencer à écrire? Parce qu'on a des auteurs et des autrices qui parfois nous disent moi, si je sais toute l'histoire, je m'ennuie et du coup, je ne veux pas savoir ce que je vais écrire la journée. Vous, au contraire, on vous sent très cadré. Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que j'ai quand même, hein, comme je disais, le squelette global, mais volontairement pas complet, parce que je me laisse aussi embarquer par mes propres personnages. Ils m'emmènent parfois, et c'est une réalité que j'ai éprouvée, hein, ils m'emmènent parfois à des endroits que je n'avais pas imaginé au départ et que je n'aurais pas imaginé au départ avant que ces personnages-là prennent un peu de corps et que leur psychologie me soit plus familière et voilà, et qu'ils me surprennent en fait par soit des réactions, soit des modes de fonctionnement que je n'avais pas conçus dans le détail en amont. C'est-à-dire que j'ai un croquis global de la personne,
je sais à peu près où elle va m'amener. Mais cet à peu près, c'est important, parce que j'en suis sorti souvent de cette projection initiale. Donc, c'est construit, oui, disons qu'il y a les contours. Après, tous les ressorts de l'intrigue et même la question du dénouement ne sont pas nécessairement élaborés en amont, et j'aime bien cette marge de liberté que me laisse du coup le fil de l'écriture. Ouais, c'est-à-dire que les personnages parfois ont leur logique propre et l'histoire a sa logique propre. C'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en parle et que je le ressens. Donc, il a pu m'arriver dans certains de mes ouvrages d'être surprise par une fin que je n'avais pas imaginée. J'en avais projeté une autre, et puis je suis embarqué à ce moment-là, au moment de l'écriture même de la scène, par une image qui me saisit et qui me conduit, qui m'emmène ailleurs qu'à la fin projetée. Donc, et je crois que c'est important. Et à chaque fois que j'ai vraiment essayé, enfin, c'est pas à chaque fois, la première fois que j'ai voulu écrire, je me suis dit, il faut absolument un canevas très serré, extrêmement bien défini en amont. Et ça a été très empêchant. C'est-à-dire que j'ai finalement trouvé la liberté d'écrire à partir du moment où j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, bon, ça suffit. De toute façon, il faut que tu te lances, et puis tu verras bien. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire aussi prend forme, même si on a des contours dessinés en amont. Et ce personnage d'Héloïse Bouquet, qui était déjà présente dans votre précédent roman, Le Cheptel, c'est l'idée de continuer avec elle, ou est-ce qu'elle s'est imposée dans cette nouvelle histoire? Je vais être très sincère, j'avais pas initialement, elle apparaît dans mon tout premier thriller qui s'appelle La fille de Cali. Je lui donne à ce moment-là peu de corps au final quand on y réfléchit et avec le recul. Et mon éditrice me dit, c'est dommage que tu abandonnes ce personnage-là. Les lecteurs aiment bien quand même retrouver un personnage récurrent. Alors je me dis, bon, pourquoi pas. À ce moment-là, j'ai commencé Le Cheptel. Et du coup, je me dis, après tout, c'est pas gênant pour l'intrigue telle que je la projette. Et je réintroduis Héloïse. Et en fait, c'est pour moi, en tout cas, un personnage qui a pris de l'épaisseur au fil des livres. Et je pense que pour le lecteur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il découvre un personnage qui au départ est légèrement esquissé, et qui au fil des tomes va s'épaissir, gagner en profondeur, gagner en personnalité. Et parce que c'est comme ça, en fait, qu'Héloïse a pris corps dans mon propre esprit, voilà, au fil des lignes et des livres. Vous avez quel lien avec elle? Pour certains auteurs, ce sont quasiment des amis qui leur parlent. Est-ce que vous, c'est qu'un personnage de papier? C'est un peu plus que ça, c'est vrai, parce que je pense que dans le personnage récurrent, on met un petit peu de soi ou de ses émotions face à c'est pas forcément des personnalités qui nous ressemblent, mais on va piocher dans un champ émotionnel éprouvé par la réalité de rencontres ou de relations. Et donc effectivement, c'est pour moi en tout cas un personnage qui m'est étrangement familier, bien que fictionnel. Ouais. Il y a le personnage du zèbre dans ce roman, Le Sac des mensonges. Qui est-il? Comment vous pouvez nous le présenter? Alors, le zèbre est avant tout, je tiens à le dire, un hommage au commissariat central de police de Toulouse, puisqu'ils m'ont octroyé pour Le Cheptel le prix de l'embouchure. Et sachant que j'avais à ce moment-là une trame qui ne mettait en avant que des gendarmes. Donc au moment de la remise du prix, ils m'ont un peu challengé en me disant ce serait bien de faire apparaître des policiers, des flics. Et donc je m'y suis engagé et je l'ai tenu. Et donc dans le cercle des mensonges, je dresse ce portrait du zèbre, donc qui porte ce surnom parce qu'il a un vitiligo et que donc il a la peau dépigmentée par endroits alors qu'il est de couleur noire au départ. Donc voilà, il y a un effet un peu rendu zèbre, d'où son surnom. Et c'est un personnage qui a été assez facile à créer pour moi. Je voulais qu'il ait cette particularité avec un surnom qui claque un peu parce qu'il y avait un certain nombre de personnages. Il y avait déjà une équipe de gendarmes qui enquête sur un meurtre bien défini et j'introduis aussi une équipe de flics. Donc il fallait que je trouve des caractéristiques et la caractéristique physique était une bonne porte d'entrée pour le lecteur pour qu'il identifie rapidement le personnage. Ce personnage
nouveau. Et du coup, il a été facile à camper pour moi, parce que je voulais un personnage justement à la personnalité accessible, un peu en contrepoint d'Héloïse, hein, d'une certaine manière, qui est aussi, malgré ses atouts, hein, bien sûr, elle en a, mais c'est un personnage parfois un peu raide, un peu difficile d'accès, en premier abord en tout cas, et je voulais que le zèbre soit un peu différent, c'est-à-dire ben voilà, facile, même s'il a ses zones d'ombre, mais facile dans la relation, dans l'entrée en relation, voilà, facilitateur. Et du coup, ben, j'ai construit le zèbre, pardon, en contrepoint un petit peu d'Héloïse, même s'ils ont après un champ de points communs qui fera que cette rencontre va prendre un peu plus de densité. C'est aussi l'histoire de vos deux enquêtes. Une enquête menée par les policiers, une enquête menée par les gendarmes. Ça veut dire parfois peut-être des process différents, parfois des manières de faire différents. Vous les avez construits un peu en contrepoint, même si évidemment il y a plein de points similaires entre les deux. Oui, disons que les univers sont différents. L'univers de la gendarmerie et l'univers de la PJ, de la police, ne sont pas les mêmes. Ce sont des univers... D'ailleurs, dans la fiction, on a beaucoup autour de l'univers police, très peu autour de l'univers gendarmerie, sachant que la gendarmerie est un corps d'armée, donc il y a certainement un environnement qui est plus raide, hein, que dans la police, où on peut voir des marges d'initiative peut-être et de liberté des enquêteurs qui sont plus importantes. Voilà. Donc c'était aussi intéressant de jouer sur ces deux tableaux, sachant que quand même ma gendarme Héloïse n'est pas la plus stricte des gendarmes, et qu'elle prend déjà quelques libertés, ne serait-ce que de ton avec ses supérieurs. Avec le sac des mensonges, alors pas de surprise, on sait tout de suite qui est. En tout cas, vous donnez la voix au criminel. On sait tout de suite qui est le criminel. C'est un choix étonnant. Est-ce que c'est facile de se glisser dans la peau du criminel plutôt que dans la peau d'un enquêteur ou d'une enquêtrice? Alors, j'ai toujours été, moi, fasciné par la question du pourquoi. Pourquoi la violence, ou pourquoi la transgression, pourquoi tel passage à l'acte. Et c'est ça que je viens traiter avant tout dans mes thrillers. Et l'ensemble de mes polars jusqu'à présent donne une voix, une narrative aux criminels, parce que c'est leur inscription dans la réalité, c'est la manière qu'ils ont de s'approprier un environnement, ou la manière de réagir face à telle ou telle situation qui m'intéresse à moi. Donc après, on écrit avant tout avec le désir qui est le nôtre, en espérant effectivement qu'il y a un écho auprès des lecteurs. Et donc, au-delà de la question du qui a tué ou qui a transgressé, se pose pour moi et avant tout, de manière importante et presque obsessionnelle, la question du pourquoi. Que peut-il se passer dans la tête d'un type ou d'une bonne femme qui va commettre tel acte ou rentrer dans tel processus criminel? Et c'est ça que je traite, et c'est pour ça que je leur donne une voix. Parce qu'effectivement, j'ai essayé de donner finalement du sens à des choses qui sont profondément incompréhensibles pour quelqu'un qui est structuré un petit peu normalement. Enfin, j'espère que je le suis. Et comment vous jouez avec cette ligne-là? Parce qu'à la fois donner du sens sans forcément basculer dans la sympathie ou l'empathie, comment vous gérez cette distance-là? Alors moi je la gère, je pense, comme le lecteur, si tout va bien, c'est-à-dire que le personnage, quels que soient les alibis, les motivations qui sont les siennes, et éventuellement l'habillage qu'il donne, la propre légitimité éventuellement qu'il va donner à sa manière d'agir, l'ensemble de ces choses ne sauraient effacer la réalité de la violence et de la gravité des actes commis. Donc même si je flirte avec leur manière de réagir et de fonctionner, je ne me sens pas du tout concerné. Je ne me dis pas, bah oui, c'est vrai qu'après tout, moi-même, dans telle situation... non, il y a toujours cette mise en abîme où je suis quand même étrangère à ce processus que je viens pourtant décrire et essayer de défendre, quoi. Enfin de représenter. Alors, on est en direct sur les réseaux sociaux. Du coup, on a des internautes qui nous posent un certain nombre de questions. Je vais me tourner vers Jessica, qui est là-bas.
Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de revenir sur vos inspirations dans ce roman Le Cercle des mensonges. Et plus précisément, est-ce que la région du Sud-Ouest est une source d'inspiration, a été une source d'inspiration? Ouais, du Sud-Ouest, pas du Sud-Est. Oui, je pense que tout auteur qui cherche à embarquer son lecteur va s'appuyer sur ses propres ressentis dans un environnement qu'il connaît et qui a procuré chez lui des émotions. Donc il est logique qu'on campe une action ou un décor dans un environnement qui nous est à la fois familier et chargé émotionnellement. Donc, étant issu des Pyrénées de Toulouse, j'ai effectivement, de manière générale, tendance à camper mes polars là-bas, avec une petite exception pour Double Amnésie qui se passe en Bretagne, mon pays de cœur, en tant que touriste assidu et fidèle à la région bretonne. Mais il y a pour moi déjà en Bretagne une charge émotionnelle, des souvenirs, un environnement que je maîtrise et que j'ai déjà sillonné. Donc voilà, ça répond, je pense, à votre question. Et ça veut dire que les lieux ont une importance. Ce ne seraient pas les mêmes polars s'ils se trouvaient en Auvergne-Rhône-Alpes ou si vous l'écriviez dans le Grand Est, par exemple? Je suppose que non, parce qu'en fait, l'ambiance, les mentions descriptives qui viennent rendre un petit peu une atmosphère, une toile de fond à l'intrigue et au déroulement d'une intrigue, sont différents selon les régions. On ne va pas avoir la même inscription dans la réalité si on se balade dans les rues de Marseille en plein soleil avec des gens en terrasse et du pastaga sur la table ou si on part à Strasbourg et en plein hiver et qu'on se promène dans la ville. C'est pas du tout les mêmes manières de vivre, c'est pas du tout les mêmes références culturelles locales, hein, j'entends. Et du coup, c'est tout ça qui vient donner vie et corps aussi à un polar, enfin, qui vient lui donner un timbre particulier. Là, le Cercle des mensonges vient de sortir, mais j'imagine que vous travaillez déjà sur un prochain roman. Il est terminé, oui. Il est terminé déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, je me rends compte, entre Le Cheptel, où j'aborde la question d'un trafic humain assez particulier, sans trop en dire pour ceux qui ne m'ont pas lu, dans Le Cercle des mensonges, où j'aborde la question des cobayes humains, qui est une autre forme de trafic humain, et dans celui qui va paraître, dont le titre n'est pas définitif, donc je vais m'abstenir de le mentionner, où je traite de la question d'un trafic de mères porteuses. Je me rends compte que du coup, la question du trafic d'êtres humains est assez transversale dans certains de mes ouvrages. Je pense, après y avoir réfléchi, que c'est aussi parce que c'est quelque chose d'assez glaçant. Peut-on faire pire que trafiquer des humains, que traiter à partir d'humains, quel que soit l'objectif et la manière dont on abuse de leur mental ou de leur corps voilà. Et donc le prochain sera est écrit autour de ce thème d'un trafic de mères porteuses et donc de GPA. Voilà. Et ça se passe en France et pour répondre à ce qui m'était demandé tout à l'heure, dans les Pyrénées, du coup. On y retourne. Merci Céline Donjon. C'est moi, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle interview. Je ne vous dis pas avec qui, mais ce sera une jolie surprise. Merci. Bonne fin de Quai du Polar. On se retrouve, nous, en direct live tout de suite. Merci.